Si vous avez été connecté ne serait-ce qu'une minute à Internet ces 2 dernières semaines, alors vous n'avez pas pu passer à côté de Clair Obscur Expédition 33, le premier jeu vidéo du studio de développement Sunfall Interactive. Sunfall Interactive, une toute petite équipe de développement, vraiment toute petite comme ça, absolument minuscule, tout le monde le dit, partout, tout le temps. Venez, on va voir pourquoi il faut qu'on arrête. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pour ceux qui suivront. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme picto pour cette chronique? Picto, indignation républicaine à géométrie variable, multiplie par 200, le volume des appels à la laïcité en cas d'incident symbolique ne se déclenche que si la personne ciblée est racisée, musulmane et ou affiliée à la gauche radicale, inactif face à l'extrême droite, ouais, pas fou. Picto, bœuf mélanchonique, inflige à tous les adversaires un malus de lucidité, dure jusqu'à ce que quelqu'un lise enfin le programme du NFP, et fait rare, ouais, ok. Et picto, quand il y a un loup, c'est qu'il y a une meute, déclenche une enquête indépendante sur votre organisation si celle-ci critique l'ordre établi, n'affecte pas les partis traditionnels, se cumule avec l'effet double standard. Ouais, rien de bien fou cette semaine, rien de bien fou. Enfin, rien de bien fou, si ce n'est l'annonce de la colossale barre atteinte des 2 millions de ventes pour le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33 dont est issue cette mécanique de picto, des objets, ces objets à effets spéciaux qui modifient vos compétences et votre façon de jouer. Vous l'aurez reconnu si vous avez joué au titre. Clair Obscur Expédition 33, donc jeu développé par les Français de chez Sunfall Interactive et publié par Kepler Interactive. Jeu sorti le 24 avril dernier sur Xbox Series, sur PlayStation 5 et sur PC, mais surtout jeu pour lequel, si on s'intéresse ne serait-ce que même un peu et de très loin au médium jeu vidéo, il est depuis 3 semaines totalement impossible de passer à côté du fait de son succès critique incontestable, autant du côté de la presse que des joueurs et des joueuses ayant octroyé l'un comme l'autre au jeu des notes et des appréciations anormalement élevées pour un tel projet, plaçant ce dernier par ailleurs en très bonne place pour le titre de jeu de l'année. Impossible également de passer à côté du fait de son succès commercial, évidemment plus de 2 millions de ventes en 2 semaines, c'est énorme. Impossible de passer à côté aussi de ses qualités intrinsèques, de sa mystérieuse histoire prenante autour d'une entité qui met chaque année à mort toutes les générations d'un certain âge, de sa chouette esthétique inspirée de la belle époque, même si elle a tendance à tirer un peu fort, c'est vrai, sur son côté croissant en douillette marinière, il est vrai, de la qualité de son système de jeu aussi assez exigeant, mais surtout très plaisant, avec des affrontements au tour par tour, incluant des moments en temps réel où il faut être assez précis sur les timings pour pas avoir toute son équipe disparaître en un coup de pinceau, de la qualité de sa bande originale, bien sûr, superbe, très dense, composée par Lorient Testar et accompagnée de la chanteuse et musicienne Alice Duport-Percier. Bref, beaucoup de raisons qui font que beaucoup de choses ont été dites sur ce Clair Obscur Expédition 33 ces dernières semaines dans les communautés jeux vidéo, mais pas que, les gens, le succès retentissant du titre ayant rapidement fait les gros titres d'une partie de la presse généraliste française comme internationale, allant même jusqu'à gratter les plus hauts sommets de l'État avec cette intervention 3 jours après la sortie du jeu de notre démiurge président. Je le cite, 1 million d'exemplaires et à ce jour l'un des jeux les mieux notés de l'histoire. Et oui, c'est français. Bravo à Sunfall Interactive et à tous les créateurs d'Expédition 33. Vous faites rayonner l'audace et la créativité à la française. La créativité à la française, les gens, puisque c'est bien de ça dont on a aussi beaucoup parlé ces dernières semaines avec ce Clair Obscur Expédition 33, grâce à une belle histoire. La belle histoire d'une œuvre produite par un studio sorti de nulle part, Sunfall Interactive, petit studio indépendant français, fondé en 2020 par Guillaume Broche, un ancien de chez Ubisoft. Petit studio indépendant d'une petite trentaine de petites personnes grappillées ci et là au fil des années, nous a-t-on dit et nous dit-on encore, pour poursuivre ce doux rêve de développer, comme le précise le site officiel du studio, des jeux premium, des jeux fournissant, je cite, une valeur de production exceptionnelle. Il me semblait qu'on disait la passion du jeu vidéo, d'habitude, mais soit. Et cette belle histoire a mené jusqu'à ces toutes dernières heures à un front uni de défense de cette fameuse passion du jeu vidéo, justement par bon nombre de journalistes spécialisés ou assimilés, par des joueurs, par des streamers, bref, un front de défense du mythe de David contre Goliath, de défense de l'esprit d'atelier contre celui des corporations du jeu vidéo, beaucoup encensant alors bien vite l'exploit d'avoir réussi à fournir un jeu aussi chouette avec une équipe aussi réduite. Sauf que toute cette imaginaire autour de la petite équipe qui réussit est plus que signifiant et que le réinvestir aujourd'hui en 2025, c'est loin d'être neutre.
Bien sûr, le mythe de la petite équipe géniale des outsiders créatifs, c'est pas nouveau. Dès le 19e siècle, à un moment où le capitalisme industriel commence à broyer l'artisan, à broyer le poète, le bohème, on observe une forme de réaction romantique à l'usine. On célèbre celui ou ceux qui créent seuls, le petit nombre se présentant alors comme le dernier refuge de la beauté contre la standardisation, une forme de résistance esthétique, morale, voire politique. Mais c'est surtout dans les années 80, en pleine bascule vers un capitalisme néolibéral, que réémerge ce fantasme de la petite équipe, fantasme du garage, notamment aux États-Unis dans un premier temps, avec l'idée que dans un coin de la Silicon Valley, deux types en t-shirt et en basket peuvent changer le monde à eux seuls. C'est la grande époque des startups où la précarité devient sexy, la débrouille visionnaire, l'absence de hiérarchie, le sommet de la liberté, l'autonomie, la créativité et la liberté devenant alors des exigences du capital lui-même, récupérant en lui-même, comme le soulignait Luc Boltanski et F. Chiapello dans leur livre Le Nouvel Esprit du Capitalisme, les critiques artistiques et libertaires des années 60-70, le refus de la hiérarchie, la valorisation de la créativité, le désir d'autonomie, pour les réintégrer dans un nouveau modèle de domination basé sur le projet. Bref, un nouveau mythe de la petite équipe qui s'accommodait bien à l'époque de ceux du génie solitaire et du self-made man, et qui venait parfaitement épouser l'incarnation idéale de l'entreprise néolibérale, agile, adaptable, sans les lourdeurs des syndicats, des hiérarchies traditionnelles et des protections sociales, bien évidemment. Le sociologue britannique David Esmondal rappelant dans son récent livre Les industries culturelles à quel point ces industries précisément s'étaient par ailleurs fait et se font toujours le terreau fertile à la naturalisation de ce mode de production étiquetant tout comme liberté pour mieux rendre désirable l'insécurité, les bas salaires et la responsabilité individuelle, la petite équipe faisant alors office de cadre de prédilection pour ce faire et se faisant également parfait alibi pour une destruction organisée des conditions de travail dans les industries créatives. Dans les années 2000-2010, avec l'entrée du capitalisme en crise permanente et a fortiori avec le post-Covid, l'industrie du jeu vidéo va elle-même être traversée par différentes crises qui vont amener celle-ci à vendre une autre histoire, celle d'une nécessaire résilience face aux crises, face aux restructurations et licenciements, nous dit-on, obligatoires, où les grosses structures deviennent fragiles et le collectif suspect. Et c'est dans ce cadre nouveau de crise permanente, soutenu par le mode de production, que l'industrie va massivement redévelopper l'imaginaire de la petite équipe, non plus cette fois comme seulement innovante, mais comme nécessaire, comme un modèle de survie, comme une idéologie de crise. Dans un moment où il s'agit plus tant de dire « Regardez comme les petits peuvent faire de grandes choses » que de souligner « Regardez comme on peut faire aussi bien avec moins ». Moins de personnel, les gens, moins de budget, moins de droits, moins de collectifs. Et si vous écoutez l'émission depuis un certain temps, vous le savez même jusqu'à la caricature, puisque quasi tout ou tous ces licenciements et ces restructurations ces derniers mois se sont faits sur la ligne de la rationalisation des coûts pour retrouver, l'ont-ils tous hurlé, agilité, créativité, innovation, bref, pour retrouver la passion du jeu vidéo. Sauf qu'il faut redire qu'une petite équipe, c'est pas une petite industrie, que cette petite équipe, elle repose souvent sur d'interminables heures supplémentaires socialement obligatoires, sur l'absence d'équipes dédiées aux tests et aux vérifications des jeux, sur des freelances sous-payés, sur des jeunes pousses essorés, sur des sacrifices personnels considérables, sur des délocalisations ou des externalisations de toute ou partie du développement dans des pays au droit du travail bon marché, que cette petite équipe, ce n'est pas qu'une organisation de production, c'est aussi une esthétique qui fonctionne avec le même carburant que l'idéologie entrepreneuriale, la passion, l'authenticité, le retour à l'essentiel. On n'est pas dans une petite équipe, on est la petite équipe. On n'a pas de salaire, les gens. On a une mission. On n'a pas de protection sociale solide. On a un rêve. Le studio de développement Sunfall Interactive lui-même, participant de cet imaginaire, le site officiel soulignant carrément, je le cite, « Nous développons les meilleurs pipelines possibles pour atteindre cet objectif de faire des jeux à la valeur de production exceptionnelle, rappelez-vous, tout en préservant la créativité et l'agilité des petites équipes. L'agilité, les gens. Bref, tout un imaginaire renaissant de la petite équipe. C'est Hades, c'est Hollow Knight, c'est The Witness. Je l'ai même entendu pour Baldur's Gate 3 alors que les mecs étaient plusieurs centaines. Un imaginaire renaissant de la petite équipe participant de rationaliser les conditions de production précaires du jeu vidéo. Un imaginaire renaissant de la petite équipe souvent fabriquée a posteriori, bien sûr, puisque comme le souligne Casey O'Donnell, un professeur associé au département des médias et de l'information de l'Université d'État du Michigan dans son livre Le dilemme du développeur, les discours sur l'autonomie dans l'industrie vidéoludique sont très souvent des restructurations a posteriori, servant à donner du sens et de la légitimité à des situations de travail précaires, puisqu'il faut redire évidemment que pour un succès comme
Clair Obscur Expédition 33. C'est des dizaines de petites équipes qui s'enferment dans la précarité et mettent la clé sous la porte chaque année. Puisqu'il faut redire évidemment que pour un succès comme Clair Obscur Expédition 33, c'est des centaines de grosses équipes qui se font charcuter depuis des mois pour des motifs d'agilité et de passion du jeu vidéo. Une passion permettant au passage de couper la réalité des rapports sociaux en jeu, couper que derrière la belle histoire d'Eric Baron, développeur du jeu à succès Stardew Valley, il y avait surtout sa femme qui a cumulé plusieurs boulots pendant des années pour lui permettre de développer tranquillement son jeu dans son garage, couper que derrière la remontada du jeu No Man's Sky, passer d'un jeu vraiment pas fou à un jeu non, ok, c'est un peu foufou, il y a surtout eu des milliers d'heures de travail forcé, d'épuisement documenté, des équipes qui pouvaient travailler jusqu'à 100 heures par semaine, des problèmes de santé mentale eux aussi documentés, ou encore couper qu'au bout du compte, c'est bien un peu plus d'une centaine de personnes qui ont travaillé sur Clair Obscur Expédition 33. Il suffit de regarder les crédits puisqu'il faut y intégrer les externalisations, les dizaines de personnes qui ont travaillé sur la localisation, l'assurance qualité, la bande originale, etc., etc. Et il est à noter que ce discours de la petite équipe a eu d'autant plus de succès pour Clair Obscur Expédition 33 qu'il s'est rapidement lié à des propos réactionnaires sur le jeu, décrit comme un vrai jeu vidéo proposant de vraies femmes, contrairement aux fausses productions woke d'Ubisoft. Bref, toujours les mêmes partenariats, que ce soit dans ou hors le jeu vidéo. Est-ce qu'il faut pour autant jeter Clair Obscur Expédition 33 avec l'eau du bain? Non, évidemment non. Le jeu est excellent et ses développeurs et ses développeuses méritent qu'on reconnaisse leur travail, mais il me semble aussi et surtout qu'on y gagnerait à être un peu plus précautionneux des discours publics qu'on entretient autour du jeu et notamment de sa production dans une industrie où les fermetures de studios se multiplient, où la syndicalisation est encore embryonnaire, où les actionnaires exigent des marges toujours plus grandes et où chaque succès d'une petite équipe peut servir à justifier échecs d'équipes entières, a fortiori qu'il me semble qu'on y gagnerait aussi, et notamment dans la presse spécialisée, à davantage interroger les financements de Sandfall, la culture de travail qui y a régné, le comportement des instances dirigeantes, ne sait-on jamais, il y aurait peut-être quelque chose à voir. Bref, la prochaine fois que vous entendrez un joueur disant « suffit de bosser avec passion », n'oubliez pas de lui demander s'il dit ça de son grenier ou depuis son bureau à la DRH. Bref, Clair Obscur Expédition 33, c'est sorti le 24 avril dernier, c'est très bien et oh, un nouveau Picto dans ma collection, les gens. Picto passion du jeu vidéo. Je l'avais pas celui-là, disons. Convertit les heures sup en vocation et les licenciements en agilité. Effet secondaire, rend les actionnaires émus. Ouais, je sais pas.